Bonjour à tous, bienvenue à cette troisième édition de nos rendez-vous d'automne IAGP. On est à une semaine des élections américaines et vous savez, on va en parler aujourd'hui, puis on va parler du marché obligataire. Mon invité, je vais vous présenter un peu plus tard, c'est Alexandre Morin, qui est notre gestionnaire principal au niveau des obligations. Clairement, les marchés sont à la croisée des chemins, si je parle du marché boursier, parce qu'on a une augmentation des nouveaux cas, on le voit en Europe, on le voit aux États-Unis aussi. On n'a pas d'entente au niveau d'un autre package fiscal pour venir soutenir les travailleurs ou les entreprises aux États-Unis. Donc, beaucoup d'incertitudes. Les sondages commencent à être aussi, même si les sondages au plan national sont larges, mon invité va en parler. Ce qui est important, c'est vraiment ce qu'on appelle les swing states, les États importants, parce que, comme vous savez, aux États-Unis, c'est un collège électoral. Donc, tu peux bien gagner au niveau national, mais tu peux perdre les élections. On a vu ce que ça donnait avec Mme Clinton. Donc, ça aussi, on va en parler. Dans ce contexte-là, où que, dans le fond, le marché boursier a très bien performé depuis le printemps, mais avec un gros niveau d'incertitude, je pense qu'on doit peut-être se demander si ce n'est pas le temps peut-être de prendre un peu de profit puis d'être un peu plus défensif. Nous, en tout cas, dans les fonds diversifiés que je gère avec Sébastien, du côté des fonds diversifiés, on est revenu neutre. On est plus surpondéré. On pense que les risques sont quand même non négligeables. Et aussi, les obligations ont toujours leur place dans le portefeuille, à notre avis. Et d'ailleurs, on va en parler de ça et d'autres choses avec notre invité que je vous présente tout de suite. Donc, Alexandre Morin. Alexandre est notre vice-président principal au niveau des obligations. Est avec nous depuis 2015, au-delà de 20 ans d'expérience. Vous le connaissez. Il a été notre invité également cet été quand on a fait notre tournée virtuelle. Alexandre, il a la réplique facile aussi. D'ailleurs, c'est un expert en tennis, donc il peut retourner la balle. Fait qu'à l'occasion, bienvenue, Alexandre. Et Merci. comme tu sais, la formule, c'est une conversation aussi qu'on a entre nous. Donc, on a environ 30-35 minutes, peut-être passer à travers tes différentes slides dans les 20-25 premières minutes, puis on a des questions par la suite. Donc, je te laisse la place. Merci encore d'avoir accepté, Alexandre. Merci beaucoup Clément. Bon matin à tous. Donc, 28 octobre, ici à Québec, moi où je demeure, il y a de la neige au sol. On est très loin, différent de ce qu'on avait vécu à la fin juillet quand on s'était rencontrés la dernière fois, Clément. Et d'ailleurs, j'apprécie que tu aies augmenté mon titre. Là. Tu as dit que j'étais vice-président principal. Je suis gestionnaire principal, mais enfin, j'apprécie le compliment. C'est beau. Donc, si on rentre dans le vif du sujet, donc commençons par la performance de l'indice obligataire canadien. Donc, on voit là, je vous ai mis dans les graphiques de gauche des performances là, sur différents termes, donc des termes d'1 an jusqu'à 10 ans. Donc, on voit quand même qu'au cours des dernières années, les performances année après année ont quand même été assez bonnes pour les obligations. Donc, on va de 6 sur une période de 3 ans, 8 2 ans et 7 sur la dernière année. Donc, on entend souvent la même rhétorique. Les taux sont bas. La prochaine année pour les obligations va être plutôt difficile. Si les taux se mettent à monter, les rendements seront pas bons. Bien, on voit encore là, cette année, en 2020, le marché obligataire nous a fait mentir un peu ces pronostics-là. Évidemment, on a eu un événement qui était très, on va dire un événement 2 ou 3 écarts types, pour employer l'expression, avec la COVID. Donc, ce que ça a amené, ce sont des performances du marché obligataire canadien quand même très intéressantes, encore une fois, cette année. Donc, si on regarde dans le graphique de droite, les bâtonnets verts, ce sont les performances en rendement total pour l'année à date. Donc, 8 pour les obligations. Il n'y a pas beaucoup de monde qui aurait dit au 31 décembre 2019 qu'en 2020, on va se retrouver presque à la fin de l'année 2020 avec des rendements très positifs pour le marché obligataire. Donc, on voit là, dans toutes les sous-composantes, les performances ont été très bonnes, un peu moins du côté des obligations de société. On comprend pourquoi là, le background économique était quand même plus difficile. On voit par contre, pour le troisième trimestre, les performances ont été moindres, particulièrement pour les obligations un peu plus sécures, entre autres les obligations du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux. Donc, on voit là une reprise quand même au niveau des obligations de société. Si on va à la prochaine page, donc c'est un petit récapitulatif que j'ai fait. Là, c'est une slide qui peut avoir l'air lourde, donc on ne passera pas au travers. C'est juste pour montrer aux gens un peu quelques événements marquants dans l'année qui ont fait en sorte que les taux d'intérêt ont bougé de façon importante.
Donc, si vous vous rappelez bien, l'hiver dernier, au mois de mars, on a eu une baisse marquée des taux d'intérêt, une baisse rapide, là, pratiquement du jamais vu en termes d'amplitude de baisse de taux. On voit que depuis l'été, on oscille dans un intervalle assez serré. Ici, c'est une obligation. Là, on utilise l'obligation américaine à échéance 10 ans, qui est, on peut dire, le benchmark mondial. Donc, on voit là, que les taux oscillent dans une fourchette assez serrée entre 60 et 75 points de base. Voyez-vous, ce matin, on transige à peu près à 75 points de base là, avec des nouvelles là, au niveau de COVID qui ont été un peu plus difficiles. Je vous dirais, dans les derniers mois, peut-être deux choses qui ont été marquantes récemment. On a vu des gens, donc une course effrénée au développement d'un vaccin de la COVID, donc qui a permis au taux de monter un petit peu, et aussi des négociations qui perdurent encore aux États-Unis pour avoir un stimulus fiscal supplémentaire. Donc ça, c'est un petit peu là, sur la glace présentement, compte tenu de l'approche des élections. Donc ça l'a aidé à monter un petit peu les taux. L'autre chose aussi importante, peut-être que les gens ne sont pas au courant, c'est que la Réserve fédérale américaine a changé je vous dirais, son point de vue face à l'inflation. Donc maintenant, elle cherche, elle l'a dit, elle l'a écrit, elle le mentionne clairement qu'elle cherche à avoir une inflation un peu plus haute pour un peu parer au manque à gagner des dernières années. On va voir, j'ai un graphique un peu plus loin là, pour le manque d'inflation qu'on a vécu au cours des dernières années. Donc ici, ça a été quelque chose qui a surpris un petit peu le marché. Ça s'est passé à la fin du mois d'août. Généralement, ils ont un symposium à chaque année qui est plus théorique qu'autre chose, mais cette année, on était vraiment plus dans le volet pratique. Donc, c'est une nouvelle façon de regarder l'inflation par la Réserve fédérale. Es-tu surpris? Je t'interromps tout de suite. Est-ce que Oui. tu n'es pas surpris que c'est dans un corridor, un intervalle aussi serré? Parce que, dans le fond, comme on le voit depuis une couple de jours, le marché boursier baisse, les taux ne baissent pas autant que ça. Il me semble qu'il pourrait avoir de la place, ça baisse beaucoup plus que ça. Quand je regarde les 10 ans au Royaume-Uni, je pense qu'ils se transigent à 25 points de base. En Allemagne, c'est moins 60 points de base. Puis on est ancré à 75 points de base. Ça va être intéressant à regarder dans les prochaines semaines si ça tient ou si il va y avoir un rallye supplémentaire sur les obligations. Hein? Absolument. Ben, moi, j'ai l'impression que si ça n'avait pas été des négociations continuelles, particulièrement là, il y a une semaine ou deux là, sur un package fiscal aux États-Unis, j'ai l'impression que les taux seraient un petit peu plus bas. On serait peut-être un peu plus bas au niveau du corridor. L'autre chose aussi, gardez en tête là, que la Réserve fédérale est très, très présente dans ce marché-là. Elle achète pour à peu près 80 milliards par mois d'obligations du Trésor américain, plus 40 milliards d'obligations adossées à des créances hypothécaires. Donc, c'est 120 milliards à chaque mois, bon mois, mauvais mois, que la Réserve fédérale enlève du marché. Oui, les besoins de financement sont très gros, on le sait, on va en parler un peu plus loin, mais la présence importante de la Réserve fédérale dans le marché aux États-Unis a permis d'ancrer les taux et aussi le fait que les taux à un jour étant à zéro, il y a quand même une certaine limite lorsque les taux de très long terme puissent monter. On ne peut pas se retrouver avec une quantification de la courbe de rendement qui est dans la même amplitude que les bâtonnets que vous voyez ici là, sur mon graphique. Là. Et je pense à un graphique justement sur la pente de la courbe. Hein? Oui, exactement. C'est donc le prochain, si on va à la prochaine page. Donc, on voit là que les courbes de rendement se sont quantifiées de façon très, très importante l'hiver dernier. Évidemment, c'est une combinaison ici. Au premier chef, ce sont les banques centrales qui ont autant au Canada qu'aux États-Unis, qui ont baissé les taux à un jour à leur niveau plancher, ce qui est considéré le plancher en Amérique du Nord présentement, c'est-à-dire zéro ou tout près de, parce qu'on ne sent pas une volonté ici des banques centrales, que ce soit à Ottawa ou à Washington, d'aller en territoire négatif pour l'instant, comme la Banque centrale européenne le fait depuis quand même quelques années. Donc, ça, la baisse marquée des taux à court terme, combinée avec des besoins de financement élevés, a fait quand même en sorte que les pentes, les courbes de rendement se sont quantifiées quand même pas mal au cours des derniers mois. Nous, on pense que ça peut se poursuivre au cours des prochains mois. C'est un peu une thématique là, que l'on a là, dans les portefeuilles. Donc, on voit vraiment ici la ligne rouge, c'est au Canada. La ligne bleue, c'est aux États-Unis. C'est le différentiel entre le point 30 ans et le point 5 ans. Donc, on voit ici là, qu'on a quand même un changement très, très important. Surtout ici au Canada. On remarque ici la ligne rouge au Canada là, qui a été très, très flat. On était tout près de zéro. Essentiellement, à la fin de l'année dernière, que vous achetiez une obligation à échéance 5 ans ou 30 ans, vous aviez grosso modo le même rendement. Ce qui est un peu une particularité du marché canadien. On voit vraiment que ça a changé depuis. On est plus dans je vous dirais, dans la normalité de recevoir un rendement plus élevé, plus on accepte de risques dans le temps.
Si on va à la prochaine page, donc on voit ici, je vous parlais des banques centrales, l'autre volet, les besoins de financement. Vous avez le déficit prévu au Canada pour cette année à droite aux États-Unis. Ce sont des déficits dignes de temps de guerre, littéralement. On voit là au Canada, on est à tout près de 18%. Au milieu des années 40, lors de la Deuxième Guerre mondiale, on avait franchi le 20%, on est allé à 22%. On n'est pas en temps de guerre. Certains diront qu'on est en guerre contre une pandémie. Oui, c'est vrai, mais on remarque quand même que les déficits sont absolument extraordinaires au niveau fédéral. Et présentement, au 28 octobre, on ne sent pas un intérêt de la part du gouvernement central à Ottawa de freiner ces déficits-là. Donc, vraiment, le carnet de chèques est ouvert et on veut aider beaucoup l'économie. Donc, les déficits devraient se poursuivre pour encore plusieurs années. Aux États-Unis, c'est la même chose, des déficits équivalents à ce qu'on a vécu lors de la Deuxième Guerre mondiale. Aux États-Unis, c'est exactement le même pattern. C'est peut-être même un peu pire qu'au Canada, en ce sens que le déficit structurel est plus important aux États-Unis. Je lisais une recherche qu'au cours des 10 prochaines années, le déficit budgétaire annuel anticipé le moins profond, le moins creux, c'est de l'ordre d'à peu près 900 milliards à 1 trilliard de dollars. Donc, c'est vraiment, là, les finances publiques américaines sont mises à mal par la COVID, mais dans le futur vont être mises à mal aussi par les programmes de Medicare et Medicaid qui coûtent de plus en plus cher compte tenu du vieillissement de la population ici. C'est là que ça prend. Oui, vas-y, excuse-moi. En fait, je voulais juste ajouter, là, on regarde ici les gouvernements centraux, Ottawa et Washington, mais la réalité dans les provinces, c'est à peu près la même chose. Encore avant hier, Éric Girard, notre ministre des Finances ici au Québec, prévoyait encore un déficit budgétaire cette année de l'ordre de 15 milliards de dollars pour la province de Québec. On n'a à peu près jamais vu ça dans l'histoire de la province. Puis là, ça prend une coordination avec les banques centrales, la politique monétaire, parce qu'avec ce genre de déficit-là, en temps normal, les taux long terme monteraient d'une façon très significative. Là. Donc, je pense que j'ai vu que tu avais dans ta présentation un graphique sur la portion là, qui est détenue par les banques centrales. C'est très important dans leur bilan maintenant, les obligations gouvernementales. Hein? Absolument. Donc, si on avance d'une slide ici, on voit là, ici, c'est des graphiques qui concernent la Banque du Canada. Ce qui est vraiment spectaculaire au niveau de la Banque du Canada, c'est qu'on est en mode quantitative easing depuis le mois de mars. Juste rappeler pour le bénéfice des gens qui écoutent notre webinaire, rappelez-vous que lors de la crise financière de 2008-2009, on n'a même pas eu besoin au Canada de faire du quantitative easing, alors qu'aux États-Unis, il était allé quand même de façon très, très impressionnante. Là, à l'inverse, la Banque centrale à Ottawa achète vraiment beaucoup d'obligations du gouvernement fédéral ici, tellement qu'en proportion du marché obligataire canadien, elle en détient plus que ce que la Réserve fédérale détient aux États-Unis. La Réserve fédérale détient à peu près 27 des obligations en circulation aux États-Unis. Au Canada, on est rendu à 35 Ce que ça fait, en fait, c'est si on regarde le graphique de droite, c'est qu'autant ça peut avoir de l'air surprenant, on se dit qu'il y a des énormes déficits, la Banque centrale achète beaucoup. Bien, au net, ça fait quoi? Ça fait que les obligations qui restent pour les acheteurs marginaux, des gens comme nous qui gèrent des fonds ou des compagnies d'assurance, bien, il y en a moins. On voit qu'on a atteint au début de l'année un pic d'à peu près 510 milliards d'obligations en circulation dans des mains, on va dire, privées. On est baissé à 495 milliards. Bon, quelqu'un peut dire que c'est seulement 15 milliards, c'est pas beaucoup en effet, mais si on regarde le contexte que le gouvernement est très endetté, fait beaucoup de déficits, on prévoit 343 milliards cette année, c'est quand même assez spectaculaire de voir que ça a baissé là, ici la quantité d'obligations disponibles sur le marché. Puis peut-être aussi une chose qui pourrait être ajoutée, c'est que présentement, la Banque centrale canadienne achète pour à peu près 5 milliards par semaine d'obligations. Si elle continue à ce rythme-là, dans un an, elle détiendrait la moitié des obligations en circulation. Donc, c'est vraiment spectaculaire comme quantité d'achat. Ça en est même surprenant là, de voir ça, Clément, de voir la rapidité d'accumulation d'obligations de la part de la Banque centrale canadienne. On est en train de se rapprocher du Japon. Hein? Je pense que les autres, ils détiennent quasiment 80 ou 90 de toute la dette du gouvernement japonais détenue par la Banque du Japon.
Est-ce que je me trompe? Absolument. Puis même, il y avait un article récemment, je voyais sur Bloomberg, qu'il y a des gens qui se posent la question. Puis tellement, la Banque du Canada achète tellement d'obligations qu'elle n'est plus capable d'acheter seulement des vieilles obligations avec des gros coupons. Elle se dirige maintenant dans ce qu'on appelle les benchmarks. Et ça fait dire à certains, il y avait un article sur Bloomberg, je pense, il y a 2 jours, ça demande si la Banque centrale canadienne n'est pas en train de monétiser la dette canadienne. Finalement, elle dit à Justin Trudeau, tu peux t'endetter comme tu veux de la main gauche, moi je vais tout ramasser de la main droite. Donc, on peut faire là, toutes sortes de théories par rapport à ça, mais il n'en demeure pas moins que les actions de la Banque centrale sont vraiment importantes ici et spectaculaires depuis le début de l'année. Si on change maintenant un petit peu de sujet à la prochaine page, donc parlons un petit peu de l'inflation. Je pense qu'on va faire une présentation sur les obligations sans parler d'inflation. Ça sera comme faire une présentation d'un véhicule sans parler de son moteur, là. Donc, en termes d'inflation, le marché en général demeure quand même sceptique par rapport aux banques centrales. J'en ai parlé tout à l'heure, la Banque centrale américaine a dit clairement qu'elle veut voir une inflation au-delà de 2 pendant un bout de temps pour se racheter pour toutes les années qu'elle a manqué cette inflation-là. Bien, on le voit sur le graphique de gauche. Puis, corrige-moi si je me trompe, Clément, je pense que c'était en 2012, à l'époque de Ben Bernanke, où ce qui avait été décidé qu'on ciblait à peu près une inflation là, de 2 à travers le temps. Quand on regarde à gauche, qui est la mesure officielle de la Banque centrale américaine, force est d'admettre que la moyenne au bâton n'est pas très bonne. Là. Le seul moment où on a dépassé un tant soit peu le fameux 2 c'est en 2018. Tout de suite, à partir de 2019, l'inflation s'est mise à rebaisser suite aux 4 hausses de taux de la Banque centrale qu'on avait assisté en 2018 aux États-Unis. Et évidemment, ça a été la catastrophe avec la COVID. On a une belle reprise, mais à 1,6 ou à peu près pour la mesure officielle. On est encore loin de la coupe aux lèvres du 2 et on est encore plus loin de le dépasser. Donc ça, le marché est conscient de ça, des échecs passés de la Banque centrale américaine. Du côté canadien, graphique de droite, on voit que c'est la même chose. Officiellement, la Banque centrale canadienne dit qu'on veut une inflation entre 1 et 3 donc la fourchette médiane, c'est 2 On a un peu le même pattern qu'aux États-Unis, moins grave, je vous dirais. On y a touché à peine en 2019 là, les mesures de la Banque centrale canadienne, mais encore là, on est en deçà. C'est quand même moins pire qu'aux États-Unis, mais le marché doute quand même un petit peu là, de la capacité des banques centrales de vraiment créer les conditions gagnantes qui vont faire en sorte que l'inflation va redevenir bonne et aussi une inflation qui est persistante dans le temps. Ça, c'est important. C'est beau de dire on va aller à 2,25%, si on va à 2,25% par exemple, puis ça dure 3 mois, puis qu'un an plus tard, on est de retour à 1,5%, on n'a pas gagné notre point. Ce que les banques centrales veulent, c'est 2 qui persistent dans le temps. Puis ça, c'est important aux gens de le comprendre ici, là. Si on va à la prochaine page, donc là, commençons par certaines classes d'actifs. Donc ici, je vous parle des provinces. Donc les écarts provinciaux qui avaient élargi de façon importante lors de la crise de la COVID, comme tout écart de crédit sur la planète, on voit qu'ils ont rebaissé et là, on a une certaine stabilisation. Nous, on aime bien la classe de crédit provinciale. On est conscient que l'endettement des provinces est important, les besoins vont être importants dans le futur. Mais si on regarde quand même à droite, qui est un graphique de l'évolution des programmes de financement des différentes provinces canadiennes, je vous rappelle qu'une année financière d'une province canadienne, c'est du 1er avril au 31 mars de l'année suivante. Donc, on a à peu près 54 de l'année de fait. C'est ce qui exprime ici les barres, la barre pointillée. Mais on voit qu'en termes de programme de financement, les provinces sont au-delà de ce que le calendrier devrait dicter. On a même des provinces comme la Nouvelle-Écosse qui ont 115 des besoins de financement de fait prévus pour l'année en cours, alors qu'on vient à peine de dépasser la moitié de l'année budgétaire. Au Québec, on est à 80 quelques %. Donc, on voit que pour une majorité de provinces, le financement va très bien, la demande est là. Évidemment, la Banque centrale canadienne est là. Je vous rappelle qu'elle a promis d'acheter pour 50 milliards de dollars d'obligations provinciales de avril 2020 à avril 2021. Je vous dirais présentement, à la vitesse de croisière qu'elle va, elle ne répondra pas à son objectif. Elle ne devrait pas atteindre le 50 milliards, va peut-être faire la moitié. Mais vous le voyez par les écarts de crédit, le marché est quand même en santé. Et juste pour vous donner un ordre de grandeur de l'appétit, la province de Québec, il y a 2 semaines, a fait une émission d'un terme de 10 ans en euros. Elle a écrit pour 2,25 milliards d'euros. 1 euro achète 1,50 $ canadien.
Ça veut dire à peu près 3,5 milliards canadiens qui ont été mis en une seule émission. Ça représente à peu près 4 deals lorsque la province de Québec écrit ici. Donc, il y a vraiment une demande importante là, pour ce crédit-là là, un peu partout. C'est du jamais vu. Là. Évidemment, le déficit aussi est élevé là, temporairement, mais as-tu pensé, je trouve ton exemple intéressant, ça témoigne bien qu'il y a une forte demande pour de la qualité, là, pour des obligations provinciales qui donnent un rendement plus élevé que le fédéral. Puis qu'on s'entend-tu qu'au Canada, il n'y a pas une province où on fait faillite. Là. On a un programme de péréquation. Donc, c'est ça intéressant. Je n'avais pas réalisé ça. Qui avait emprunté là, sur le marché européen dans ces montants-là. C'est gros. Oui, ben, les taux sont bas partout sur la planète. Les gens cherchent le crédit. Juste pour se donner une idée, une obligation de la province de l'Ontario donne à peu près 90 points de base de rendement excédentaire au-delà d'une obligation du gouvernement fédéral de même échéance. Un 30 ans Canada transige à 1,15, 1,20. Faites le ratio, 90 points de base sur 115 points de base. C'est une classe d'actifs que tu ne peux pas passer à côté dans le contexte actuel. Ah. Si on poursuit, oui. J'allais dire, mais c'est encore un rendement plus élevé que l'Italie. Puis on s'entend-tu qu'entre l'Ontario et l'Italie, c'est pas les mêmes finances publiques. J'aime autant avoir l'obligation de l'Ontario, finalement. Ben oui. Oui, puis c'est toujours plus intéressant d'être plus proche de la maison aussi. On est plus au courant des nouvelles. Et quand même ça qui est important dans le processus d'investissement, il faut être au courant de ce qui se passe dans la classe d'actifs dans laquelle on investit. Donc, les provinces, c'est fait. Si on passe à la prochaine page, donc c'est une autre catégorie qu'on aime, donc les obligations corporatives. Les obligations, évidemment, les écarts de rendement des obligations corporatives ont augmenté de façon importante pendant la COVID. Ce qui a été notable aussi cette année, en 2020, ce qu'on a vécu à date, c'est une augmentation très importante. Puis ça, c'est le graphique de gauche ici des émissions d'obligations corporatives aux États-Unis. C'est un graphique qui provient de la firme Merrill Lynch. Donc, on voit l'année dernière, après avoir émis pour à peu près 1,2 trilliard, on est monté à 1,8 trilliard. Donc, c'est une augmentation qui est quand même très, très importante. Les corporations ont profité évidemment des bas taux d'intérêt pour aller chercher, emprunter de l'argent pour des termes assez longs avec des rendements très faibles. Donc, le coût d'emprunter au cours des derniers mois a été quand même très bon pour les corporations. Ce qui est prévu par certaines firmes, ici vous avez Merrill Lynch, mais il y a certaines d'autres qui vont dans le même sens, c'est qu'on s'attend à une diminution quand même importante des nouvelles émissions l'année prochaine. Puis si je me réfère ici au graphique de droite, les barres oranges, c'est ce qu'on appelle les émissions nettes. Donc oui, la corporation peut émettre, mettons, 1 milliard d'obligations, mais si elle a une échéance de 500 millions, au net, c'est 500 millions de plus. Donc la barre orange de droite, c'est le cumul de ce qui est prévu en émissions nettes. Et moi, j'ai mis une petite barre horizontale verte, c'est regarder la faiblesse des émissions nettes. Si ce scénario-là se réalise, ça fait quand même plusieurs années qu'on n'aura pas vécu une année aussi sèche en termes d'émissions nettes des obligations corporatives, là, du moins aux États-Unis. Ouais, c'est surprenant, je n'avais pas réalisé ça. Puis ça l'explique probablement pourquoi que les écarts de crédit sont si faibles, malgré le fait là, qu'on voit des augmentations de nombre de faillites, s'il y a beaucoup moins d'émissions en vue. En plus, avec la Réserve fédérale qui est là comme backstop, ça l'explique probablement pourquoi que les écarts de crédit sont serrés. Est-ce que j'ai raison? Absolument, c'est ça. Puis tu l'as bien mentionné, la Réserve fédérale est là en backstop. Elle n'achète pas beaucoup. Je pense que c'est moins que ce qui était prévu. C'est un peu le même pattern qu'ici dans les provinces canadiennes. C'est que le marché est en santé. Les banques centrales sont là pour assurer que tout va bien. Tout va bien, donc elles n'ont pas besoin vraiment d'intervenir. C'est la même chose. Puis évidemment, c'est le même principe qu'avec les provinces, Clément. C'est que les taux d'obligations gouvernementales étant tellement faibles, les gens ont besoin de rendement. Tu vas dans les catégories d'actifs qui te donnent plus de rendement. Les obligations corporatives de grande qualité aux États-Unis sont un point à aller chercher. Des investisseurs internationaux sont là. Et en plus, tu achètes un produit qui, en théorie, si ça va très mal, est backé par la Réserve fédérale. Je pense que ceci explique cela. Donc, les écarts de crédit ont rentré beaucoup. C'est une classe d'actifs qu'on a. On est surpondéré dans le portefeuille. Vous allez voir à la fin. Donc, je pense que ça devrait bien se passer pour cette classe-là en 2021. Bien, justement, je t'ai coupé, puis je m'en excuse. Le temps passe tellement vite avec toi. Il nous reste peut-être un 10-12 minutes, peut-être de conclure sur tes vues, ton positionnement, puis on va aller aux questions. Absolument. Donc, rapidement, prochaine page pour les vues. Pas beaucoup de changements par rapport à ce que si les gens qui ont assisté à notre webinaire au mois de juillet. Donc,
Selon nous, l'évidence, les taux un jour vont demeurer au niveau actuel pour une très longue période de temps. Puis quand on parle d'une période de temps, on ne parle pas de mois, de trimestres, on peut parler, je pense, de quelques années. Les taux obligataires long terme, on a vu les courbes se quantifier. Les banques centrales sont OK avec ça. Les banques centrales, eux autres, ils vont surveiller si les taux montent trop et font resserrer les conditions financières. C'est à ce moment-là que les banques centrales vont agir. Elles ne permettront pas, par exemple, qu'une obligation échéance 30 ans du gouvernement canadien s'en aille à 3 au cours des 6 prochains mois. Il est fort à parier que Tiff Macklem, la Banque centrale canadienne, ferait de quoi contre ça. Donc, les courbes de rendement, j'en ai parlé un peu plus tôt, on pense que dans le contexte des taux ancrés dans le bas de la courbe, plus des déficits importants, on pourrait voir une poursuite de la quantification des courbes de rendement. On aime le crédit, recherche de rendement, contexte de bas taux d'intérêt, backup des banques centrales, il faut avoir du crédit dans les portefeuilles. Gardez aussi en tête, puis tu en as fait mention brièvement, Clément, c'est que les taux nord-américains, même s'ils nous semblent bas, si on le regarde juste dans notre bocal nord-américain, une obligation à échéance 10 ans du gouvernement fédéral ici génère plus 60 points de base. Un Bunds allemand génère moins 60 points de base. C'est quand même 120 points de base. C'est majeur. Donc, les taux nord-américains sont attrayants ici. Rapidement, donc les risques, ce que vous allez voir sur la prochaine page. Donc, il n'y aura pas de surprise pour personne, je crois. Le premier, c'est la COVID. On est dans la deuxième vague, plus rapide, plus forte que prévu. Malheureusement, il faut se poser la question, est-ce qu'il y aura une troisième vague? Ça serait plate, mais il ne faut pas l'exclure. Évidemment, très important, le vaccin. Quand aurons-nous le vaccin? Sera-t-il efficace? Quand sera-t-il distribué at large dans la population? C'est quelque chose qui est à suivre. En bas à droite, la politique américaine. J'ai mis élections présidentielles et sénatoriales. On focus beaucoup sur le combat Trump-Biden. Mais aux États-Unis, il faut comprendre que pour qu'un président ait les coups des franches, il faut aussi qu'il ait les deux chambres du Sénat. Et ce n'est pas gagné pour le Sénat en ce qui concerne les démocrates. Et dans ce contexte-là, évidemment, là, les négociations sont un peu sur pause pour le stimulus fiscal. Évidemment, ça va demeurer avec nous, même si c'est Joe Biden qui est président aux États-Unis. Tension Chine-USA, c'est là pour un bon bout de temps. Le Brexit, c'est terminé, mais malheureusement, l'accord commercial, ils ne s'entendent pas. Donc, ça demeure un risque pour le marché. J'ai mis le Moyen-Orient parce qu'on sait, on est toujours à un attentat ou peu importe, un événement près géopolitique au Moyen-Orient qui vient influencer de façon importante le prix du pétrole, donc l'économie en général. Et évidemment, il faut se poser la question sur la force de la reprise économique si jamais, aux États-Unis particulièrement, si jamais il n'y avait pas de stimulus fiscal, est-ce qu'on pourrait continuer à bon train comme on a été depuis le mois de juillet dernier? Dernière page, rapidement, Clément. Donc, sur le positionnement, donc, je pense qu'il n'y aura pas de surprise pour personne. C'est un portefeuille qui est tilté crédit, obligations corporatives, obligations provinciales, seulement 12 d'obligations fédérales. Pour vous donner un ordre de grandeur, dans l'indice, il y en a 33 On aime aussi les obligations municipales. Et vous voyez, j'ai encadré en rouge les différents titres qui ne font pas partie de l'indice. Donc, il y a une panoplie de choses qu'on peut faire dans la gestion active qu'un fonds négocié en bourse, évidemment, ne permettra pas aux gens. Donc, vraiment, ce que je veux que les gens comprennent, c'est que les gens qui sont détenteurs de notre part de fonds ou qui vont en acheter au cours des prochaines semaines, prochains mois, c'est un fonds qui va avoir un biais crédit quand même assez fort. Donc, moi, ça termine, Clément, ici, si tu n'as pas d'autres questions. Merci, bien intéressant. Ben oui, on va aller en surtemps. Écoute, on est en 10 minutes de plus. D'habitude, on essaie de viser 30 minutes, mais j'ai été un peu indiscipliné, mais je pense que j'étais trop excité là, par ta présentation. Écoute, je devrais dire écoutez, si jamais vous avez des questions à poser, j'aurais dû dire dès le début, mais c'est toujours comme ça fonctionne. Donc, vous pouvez prendre la boîte de dialogue, poser des questions directement à Alexandre. Alexandre, écoute, je ne peux pas faire autrement de parler des élections américaines. C'est dans une semaine d'ici. C'est quoi ton scénario? Tu travailles avec quoi comme le scénario le plus probable? Et quel est le risque d'avoir une élection contestée? Parce que c'est le collège électoral. C'est un peu compliqué le système américain. Je te laisse parler. Vas-y. D'accord. Ben, peut-être si on peut avancer, j'avais préparé une petite slide là, c'est les derniers sondages, donc ça provient du Financial Times, là, c'est il y a quelques jours que ça a été publié. Donc, aux États-Unis, donc oui, il y a le combat Joe Biden-Donald Trump. Il y a 538 votes ou de sièges de collège électoral qui doivent être cherchés. Présentement, la tendance donne Joe Biden gagnant. Donc, la moitié de 538, ça te prend 270 pour gagner. Donc, on voit présentement, dans l'état actuel des choses, si l'élection avait été tenue le 26 octobre,
Joe Biden l'aurait probablement gagné par une marge quand même relativement faible. Oui, c'est serré, hein, parce que les sondages disent qu'il y a 8-10 d'avance au plan national. Puis malgré tout, il y a 3-4 sièges seulement en avance sur une faible majorité. Exactement. Il y a des États là, qui peuvent faire une différence. Pennsylvanie, Floride, j'ai l'impression qu'on va se coucher tard le 3 novembre. Exactement. Puis en particulier, la Floride, moi, j'aime bien suivre le site web de Real Clear Politics. C'est ce qu'on dit en anglais, un poll aggregator. Là. Donc, il prend les différents sondages puis il les ramène sur une forme graphique facile à comprendre. Puis hier, ce qui m'a surpris, moi, c'est la Floride. On en parle beaucoup ici de la Floride au Québec, que ce soit pour les snowbirds qui ne pourront pas aller en Floride cet hiver à cause de la COVID ou pour les élections américaines. La Floride, c'est 29 votes au niveau du collège électoral. Donc, c'est un des États les plus importants. C'est un État, je pense, qui est à focusser mardi soir prochain. Sur Real Clear Politics, hier, Trump était nommé gagnant, mais par une marge excessivement faible de 0,4 c'est rien, 0,4 on peut dire que c'est pile ou face, mais ce qui était notoire, c'est que c'était la première fois depuis plusieurs mois qu'il devançait Joe Biden dans cet état-là. Évidemment, c'est un sondage. Les gens peuvent dire, rappelez-vous 2016, les sondages ils ont manqué complètement le tournant. Oui, c'est vrai, il demeure des incertitudes quant au sondage, mais moi, mon point, c'est de dire le fait qu'au niveau national, Joe Biden semble avoir une confortable avance et surtout qu'il est stable dans le temps, ce qui n'était pas le cas pour Hillary Clinton en 2016. Je pense qu'il faut faire attention avant de lancer la serviette sur Trump et de dire, ben c'est fait, c'est un given, Joe Biden va gagner. Il y a certains États, dont la Floride, entre autres, et la Pennsylvanie, qui sont très importants à suivre. Et il y a même aussi certaines chicanes, je dirais, entre républicains et démocrates en ce qui a trait au dépouillement du vote par anticipation ou du vote qui a été fait par la Poste. C'est un record. On est à peu près à 1 votant sur 2 qui a déjà voté, que ce soit en personne ou par la poste. Donc, c'est très, très important. Il y a des États récemment que j'entendais, le Wisconsin, sont en cour suprême pour avoir plus de jours pour dépouiller les votes. Donc, cette élection-là pourrait amener pas mal de bruit et pas mal de volatilité. On va en parler beaucoup la semaine prochaine, puis j'ai l'impression qu'il n'y aura rien de réglé quand on aura notre webinaire mercredi prochain avec notre expert en politique américaine, John Parisella, qu'on a eu d'ailleurs cet été, parce que clairement, on a pour longtemps compté avec tellement de votes par anticipation, ça va prendre des jours à compter pour avoir le résultat final. Exact. Donc, en fait, nous, c'est sûr qu'on va être au travail mardi soir prochain. On va suivre ça. On va suivre ça de la maison. Évidemment, il y a des produits qui peuvent être utilisés dans la gestion active de nuit, ne serait-ce que d'avoir des devises. On n'exclurait pas, si la situation tourne mal ou amène beaucoup d'incertitudes, de détenir un petit peu de yen dans les portefeuilles, avoir des options sur futurs sur taux d'intérêt aux États-Unis qui peuvent être transigés pratiquement 24 heures sur 24, avoir des futurs sur taux d'intérêt aux États-Unis qui peuvent être transigés autant à 2 heures de l'après-midi qu'à 2 heures du matin. Donc, il y a certaines choses qu'on peut faire, protéger le portefeuille corporatif avec des produits dérivés. Donc, il y a une panoplie d'instruments que l'on peut mettre en œuvre pour se protéger contre un scénario où ce que ça irait moins bien qu'anticipé. On ne souhaitera pas de malheur, là, mais on connaît un petit peu le président actuel qui peut amener beaucoup de volatilité, là. D'ailleurs, ça m'amène à la question de Marc Allary, parce qu'il dit que les rendements ont été légèrement négatifs dans les obligations des dernières semaines, voire quelques mois. Remontée prochaine. En fait, tu me l'as dit que vendredi passé, toi, quand tu as vu ça, que ça pourrait être bien plus serré que prévu les élections, tu as commencé déjà à être beaucoup plus conservateur dans ton portefeuille et que finalement, tu es préparé que si jamais, parce que le marché avait probablement d'une façon prématurée conclu que c'était Trump, que c'était Biden qui gagnerait, qu'il y aurait un stimulus budgétaire. C'est ça qui faisait monter les taux. Est-ce que je me trompe? Puis que là, c'est en train de se renverser tout ça. Là. Exactement. Là, il y a plus. La négociation semble être au point mort. Nancy Pelosi a encore dit hier qu'il négociait, mais je ne sais pas avec qui présentement il négocie parce que là, les sénateurs sont retournés dans leur terre pour vraiment faire campagne pour les dernières heures puis essayer de sauver leur poste ou d'augmenter l'avance qu'ils ont. Oui, nous, en fait, on demeure surpondéré crédit. Ça, on pense que dans le corps du portefeuille, c'est important, mais c'est au niveau de la durée du portefeuille. On a allongé récemment la durée. On a une durée plus courte que notre benchmark au cours des dernières semaines. Là, on a renversé un petit peu la vapeur. Puis, toute chose étant égale par ailleurs, on va
probablement rentrer un peu plus long en termes de durée que notre indice de référence mardi prochain. Évidemment, à moins que d'ici là, les taux s'écroulent et s'en aillent, en 10 ans US s'en aille à 60 ou 55 points de base pour une raison ou une autre. Évidemment, c'est toujours une question là, de positionner un portefeuille, c'est une question de rendement risque. Là. Il y a, à certains niveaux de taux, tu as beau te mettre long, mais peut-être que le risque devient plus grand que le rendement anticipé. Donc, on demeure agile, ça a duré, mais au niveau du crédit, on préfère demeurer overweight, mais avec certaines protections dans les portefeuilles. Je pense que c'est très sage ce que vous avez fait. D'ailleurs, nous autres, on t'a imité ni plus ni moins parce qu'on trouvait que le marché était rendu complaisant, que dans le fond, il y aurait un stimulus budgétaire d'acquis, c'est sûr, puis que c'était Biden qui rentrait d'une évidence, qu'il aurait pour avoir un vaccin très bientôt. Tu sais, ça prend du temps, ces choses-là. Puis si en plus, on a une élection contestée, les hausses de taux longs qu'on a vues qui faisaient que les obligations souffraient, ça peut renverser aussi. Puis le marché boursier, aussi, on pourrait avoir des prises de profit parce que si on a une élection contestée, ça veut dire que le package fiscal n'arrivera pas facilement. Et là, tout ça, ça pourrait amener des baisses de taux. Autre question, donc, obligations à rendement réel. Peux-tu nous parler un petit peu de ça? C'est-tu pertinent d'avoir ça dans son portefeuille? As-tu de réflexion là-dessus? Oui, nous, on en a un petit peu, donc on a à peu près 1% du portefeuille investi dans ce type d'obligations-là. J'ai préparé une acétate qui est à suite à celle-là qui permet d'exprimer un peu là, les vues du marché là, en ce qui a trait à l'inflation. Donc, juste peut-être expliquer pour le bénéfice des gens qui écoutent notre webinaire ici, c'est des courbes de break-even à échéance 10 ans. En rouge, c'est ici au Canada. En bleu, c'est aux États-Unis. Qu'est-ce qu'un break-even? Essentiellement, c'est l'expectative du marché obligataire en ce qui a trait à l'inflation au cours des prochaines années. Donc, ce que ça nous dit, c'est que le marché obligataire anticipe présentement que l'inflation ici au Canada au cours des 10 prochaines années sera d'à peu près 1,2 et d'à peu près 1,7 aux États-Unis. Rappelez-vous, on a parlé tout à l'heure de l'inflation. Le marché en doute parfois. Vous en avez un exemple probant. La Réserve fédérale a mis ça, pour employer l'expression loud and clear, qu'elle voulait avoir de l'inflation supérieure à 2 On voit que le marché ne l'achète pas dans son entièreté puisque le marché s'appuie présentement sur une inflation qui sera 1,7 au cours des 10 prochaines années. Au Canada, c'est encore plus loin, 1,2 Il faut dire ici au Canada, c'est une classe d'actifs qui ne bénéficie pas de beaucoup de liquidités. Donc, nous, présentement, le pourcentage que l'on a d'investi, il est du côté américain. La liquidité est beaucoup plus grande là-bas. Les émissions sont beaucoup plus fréquentes. Ici, au Canada, ça demeure un actif qui est un petit peu plus marginal, mais qui peut être quand même intéressant. Donc, nous, c'est une classe d'actifs qu'on aime acheter sur opportunité. Donc, si on voyait la ligne bleue rebaisser un tant soit peu du côté américain, ça serait un type d'obligation qu'on serait prêt à embarquer davantage dans les portefeuilles. Et si jamais l'inflation reprend de plus belle l'année prochaine, en 2021, bien, ça peut offrir une très belle protection pour un portefeuille de titres à revenu fixe ici. OK. Écoute, ça va être la dernière question. On ne pourra pas passer à travers tous. Moi, j'ai mon opinion là-dessus, mais je serais curieux de l'entendre, d'entendre la tienne. Donc, la question, c'est avec tout ce que le Canada emprunte sur les marchés, la dette totale versus le PIB, est-ce que ça t'inquiète, toi? En fait, c'est inquiétant, je vous dirais, peut-être plus pour les générations futures, parce qu'évidemment, une obligation, un jour, elle doit être remboursée. Donc, je pense à mon garçon qui a 10 ans et demi. Et, un jour, il va être un payeur de taxes. C'est lui qui va devoir assumer cette dette-là. Donc, en ce sens-là, c'est un peu inquiétant de voir une augmentation rapide de la dette. Par contre, au Canada, oui, c'est vrai, on n'est pas la monnaie réserve comme aux États-Unis. Par contre, l'endettement par rapport au PIB, qui est la mesure, je pense, qui est le plus observée par les agences de crédit, on fait quand même une belle figure à comparer à d'autres pays. Aussi, avec le support des banques centrales, on l'a vu, là, on avait une acétate, je pense, qui parlait quand même pas mal par rapport à ça. Je ne pense pas qu'on puisse anticiper au cours des prochains mois, prochains trimestres, une envolée des taux d'intérêt parce que le risque, il est là. Le risque, c'est si tu es lourdement endetté et que les taux d'intérêt montent de façon importante, c'est que ton service de la dette augmente beaucoup
et le gouvernement devrait sabrer ailleurs. J'ai l'impression que maintenant, avec la reprise économique qui est fragile, ça fait longtemps en plus qu'elle est quand même fragile. On sent depuis que la crise financière, on a eu des reprises économiques, mais ce n'était pas des choses comme on a vécu dans les années 90 ou des années 80. Je pense que les banquiers centraux, les ministres des Finances sont conscients que dorénavant, l'économie ne pourra pas supporter des taux d'intérêt aussi élevés qu'à la belle époque. Donc, c'est inquiétant dans un sens, mais d'un autre côté, je pense que les supports pour garder des taux d'intérêt bas, donc un service de dette qui peut être facilement manageable, si je peux me permettre l'expression, ça vient un peu, je pense, réconforter, là. Bien répondu, puis moi j'ajouterais de toute façon, si on voulait éviter la dépression des années 30, il n'y a pas le choix, les gouvernements, d'intervenir, surtout quand c'est une décision de santé publique pour fermer l'économie puis tu n'as plus de job. Donc, il faut que tu soutiennes les travailleurs, soutiennes les entreprises, mais il y a beaucoup de mesures qui sont non récurrentes. Ce n'est pas des programmes permanents, mesures non récurrentes. Fait que quand le vaccin va être trouvé, que l'économie va repartir, revenir un peu plus à la normale, même si ce ne sera pas la même normale, le déficit va baisser rapidement, puis tu l'as mentionné, si on fait un parallèle avec la Seconde Guerre mondiale, même une fois que la guerre était finie, les taux ont resté bas longtemps et étaient même en deçà d'inflation. Et là, à ce moment-là, le ratio dette-PIB, c'est 1 milliard. Écoute, le temps passe tellement vite, Alexandre, c'est toujours présent. Je te remercie beaucoup pour ta participation aujourd'hui. Et la semaine prochaine, c'est un rendez-vous. Notez, il va y avoir un changement d'heure. Ça ne sera pas à 10 h en français. On va parler de 11h15. Donc, avec John Parizella, notre invité, analyste politique, la politique américaine. Donc, ça va être le lendemain des élections. Je vous fais une prédiction. Pas sûr qu'on va savoir encore c'est qui le président. Ou peut-être que nous autres, on va penser que c'est M. Biden, mais peut-être M. Trump, lui, il ne sera pas d'accord avec ça. Donc, espérons que tout ça va se faire, qu'il n'y aura pas de désordre social. Mais je pense qu'on pourrait avoir des résultats qui pourraient être plus serrés qu'on ne le pense. Et il va y avoir, comme on va dire, sans doute un peu de volatilité entre-temps. Donc, sur ça, ça va être rendez-vous la semaine prochaine. Pour ceux qui s'étaient joints un peu plus tard, l'enregistrement complet de cet webinaire est disponible sur le site ia.ca ou ia.économie. Donc, merci encore, Alexandre, et je vous souhaite à tous une belle journée. Bonne fin de journée.